Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés. Et je suis aujourd'hui avec Lise. Alors, est-ce que je peux t'appeler Lise Oui, bien sûr. de Onirix? Lise, je t'ai rencontrée parce que tu es tatoueuse, mais pas que. J'ai bénéficié de tes services, enfin comment dire, ton expérience que tu proposes. Et c'était quelque chose d'assez particulier et intense. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que dans ta pratique, tu fais plein de choses. Tu es tatoueuse aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'a conduit à être tatoueuse? Parce que je sais que tu as un parcours plutôt, euh, comment dire, multiple. Ouais, pluridisciplinaire. Qui es-tu? Avant d'être tatoueuse, j'ai travaillé d'abord dans l'audiovisuel. Ensuite, l'audiovisuel m'a emmené à la photographie. La photographie m'a emmené à l'imprimerie. L'imprimerie m'a emmené à la publicité. La publicité m'a emmené au burn-out. Et pour faire court, et du coup, en reconversion professionnelle, j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est un maître en shiatsu qui m'a sorti de cette impasse. Et en fait, j'ai découvert un nouveau monde, le monde de l'invisible, le monde de l'énergie. Et en fait, quand tu mets la main, c'est tout le corps qui suit dans l'engrenage de ce qu'on ressent, mais sur ce qu'on n'arrive pas spécialement à nommer. Et puis j'ai découvert toute une culture qui avait nommé, qui avait découvert, qui avait compris, qui avait exploré. Et de fil en aiguille, sans Ah, mauvais jeu de mots, j'ai fini acupunctrice et l'acupuncture m'a amenée au tatouage. Voilà, pour faire court. court, ouais, un sacré cheminement. Et ce qui m'avait interpellée quand on s'était rencontrés, on avait fait une visio d'abord pour voir. Moi, je recherchais une tatoueuse ou un tatoueur énergéticien et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup appelé quand j'avais vu ton profil. Et sur la visio directe, tu me parles de momie. Tu me parles on discute de plein de trucs et j'avais pas du tout idée que ce jour-là, on allait parler de tatouage sur des momies. Et est-ce que tu peux me redire exactement, nous redire quel était ce lien tatouage-momie? Et c'est pour ça, en fait, que j'ai assumé pleinement de tatouer à ma façon, ou à leur façon, j'ai envie de dire, puisque pendant le Covid, j'ai été confinée, impossible de pratiquer le tatouage. Et le hasard, je le mets entre guillemets, parce que je fais partie de ces gens qui ont une philosophie qui pensent que le hasard n'existe pas, pour plein de raisons hein, que je peux développer, mais en tout cas, je suis tombée sur un article de Science et Vie qui avait mis en gros titre que Otzi passait enfin sous les scanners et je me suis dit tiens, Otzi c'est un homme tatoué qui est très très vieux puisqu'il a 4000 ans avant Jésus-Christ et c'est un Européen très très bien conservé qui a été découvert en 1993. Mais à cette époque-là, financer des études et des recherches pour savoir d'où il vient, qui il est, pourquoi, comment, c'est pas spécialement passionnant. Il faut trouver des mécènes, il faut avoir voilà, des investissements pour pouvoir passer, déjà payer les gens qui font toutes ces recherches, payer les machines qui vont l'explorer sous toutes les coutures. Et donc de 93 à 2021, voilà, on le chatouille un peu, mais on va pas dans le fond des choses. Et en 2021, il y a ce gros titre qui apparaît en nous disant, ça y est, qu'on l'a passé au scanner, qu'on l'a exploré sous toutes les coutures. Au début, on voyait de façon visible, sans être obligé de le mettre dans des machines, qu'il avait déjà une trentaine de tatouages. Donc, 5000 ans avant Jésus-Christ, 30 tatouages, on se dit, waouh! Et puis c'est vrai que durant ma pratique, au début, j'avais plein de gens qui avaient une vision un peu péjorative du tatouage. Le tatouage, c'était, t'étais un anarchiste, t'étais rock'n'roll, tu voulais provoquer, tu sortais de prison. Euh, et puis pour une certaine génération, c'était quand même quelque chose de très mal vu. J'avais énormément de professions qui se tatouaient, mais qui cachaient leur tatouage. Et puis, au fur et à mesure où on a commencé à avancer comme ça, on fait partie quand même des pays du monde aujourd'hui où on affirme être tatoué, on fait des émissions de télé, on a des magazines dans la presse. Donc, ça s'est démocratisé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le tatouage a eu ses lettres de noblesse et puis il est tombé du côté obscur de la force.
Et tout au long de l'histoire, en fait, quand on s'intéresse au tatouage, on pense que c'est pas quelque chose de forcément vieux, alors qu'en fait, si, le tatouage, c'est très très vieux, puisqu'on va déterrer une momie de 5000 ans avant Jésus-Christ, et au final, quand il passe au scanner, il a plus de 60 tatouages. Et là, on se dit, waouh, pourquoi? Et donc, en explorant, ben, les chercheurs découvrent que il a des petits traits, des petites croix. On n'est pas sur du figuratif, on est sur du minimalisme. Et on va localiser en fait la plupart des tatouages sur des points d'acupuncture. Oh, Et en explorant en fait son corps, on se rend compte qu'il est atteint de la maladie de Lyme. On découvre son bol alimentaire. Il a mangé du bouquetin avant de mourir. Il a mangé aussi des céréales, mais il a de l'arthrose. On soupçonne une maladie auto-immune inflammatoire, certainement provoquée par cette maladie de Lyme. Et donc forcément, bah, en fait, il connaissait à travers le tatouage une thérapeutique qui lui permettait certainement de soulager ses douleurs. Mais ce qui nous a choqué, c'est qu'il est découvert en Europe, entre la frontière autrichienne et italienne, et la Chine. L'acupuncture, c'est aussi 4000 ans avant Jésus-Christ, mais comment l'Europe et la Chine peuvent communiquer ensemble? Est-ce qu'on voyage plus que ce qu'on l'imagine? Est-ce que ces enseignements sont déjà véhiculés et partagés? Ben, un grand mystère. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, si on se tatoue de façon thérapeutique, je vais voir avec mes confrères en acupuncture, parce que moi, l'image que j'avais de l'acupuncture, c'était vraiment enfoncer mes aiguilles dans une grande surface pour toucher le chi, parce que des fois, le chi, il n'est pas profond, mais des fois, il faut aller le chercher, il faut traverser les muscles, le chi, etc. tu peux préciser ce que c'est? Le chi, c'est l'énergie vitale. Donc, Ok. les Chinois appellent ça le chi, les Indiens appellent ça le prana. Le corps énergétique, en fait, il a plein de noms différents, mais le chi, oui, c'est l'énergie. Et donc, du coup, je demande à mes confrères et mes confrères me disent, bah oui, mais vraiment de façon comme si c'était évident, alors que moi, je ne l'avais pas exploré. Ils me disent, tu as trois types d'acupuncture. Tu as une acupuncture tendino-musculaire où on va venir gérer tout ce qui va être les problèmes d'articulation. On a des acupunctures qui s'occupent des pathologies, des symptômes de la maladie à proprement parler, des humeurs, des fluides, de tout ce qui va être circulation, stagnation, amplitude et vide. Et puis, on va avoir une acupuncture de surface. Et en fait, là, je me suis dit, bah, finalement, je comprends pourquoi quand je tatoue les gens, parce qu'au départ, je rentrais dans la symbolique, etc. Je tatouais déjà de façon particulière. Je voulais pas juste faire un tatouage pour faire un tatouage. Mais je comprenais pas pourquoi, des fois, quand je tatouais, bah, mes clients, ils faisaient dodo. Des fois, ils étaient pris d'euphorie. Ils avaient une patate de dingue. Ou alors, ils relâchaient tout. Ils se mettaient à pleurer, à vider leur sac. Et donc, je me rendais bien compte que j'amplifiais des choses parfois, ou je temporisais des choses d'autres fois, mais je contrôlais pas trop, comme en première année d'Harry Potter, hein, j'avais des pouvoirs, mais ma baguette, je faisais un peu nawak avec. Donc, Otzi, il m'a fait rentrer dans cet univers de la momie, et j'en ai découvert après derrière bien d'autres. Tout à l'heure, avant qu'on commence ton podcast, tu me parles du cheval, et je me dis, tiens, quelle belle synchronicité, Ah, puisque tu as la princesse Doukok en Sibérie qui a été découverte. On a inhumé son corps. Elle est enfermée dans un grand sarcophage en bois et elle a été enterrée avec un attelage de 6 jeunes chevaux qui ont ok. été sacrifiés pour l'accompagner, puisque en Sibérie, à cette époque-là, alors on est plus loin dans le temps, hein, on est 300-400 ans après Jésus-Christ, mais elle a été aussi, curieusement, été découverte à la même époque, en 1993, donc comme Otzi, Ok. et elle est très jeune. Elle a une vingtaine d'années, elle a un cancer du sein, Tu parles d'elle au et on présent, l'a... comme si elle était là, c'est marrant. Bah ouais, parce qu'en fait, nous, quand on cherche et qu'on découvre, on parle souvent au présent parce que c'est ce qu'on observe. Et c'est qui nous quand on cherche? T'as Ah, dit. les archéologues, D'accord. moi, enfin Ok. les gens avec qui je suis en relation, D'accord. parce qu'en fait, on peut discuter avec eux, ils sont très ouverts. Ok. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec des archéologues français qui travaillent notamment en Italie.
et qui ont découvert des Égyptiennes, en fait. Alors ça, c'est d'autres momies tatouées, et qui m'ont volontairement, volontiers communiqué, même une Américaine aussi qui est sur les sites en Égypte, qui me communiquent en fait leurs PDF, leurs revues, leurs publications. C'est Euh, la D'accord. communauté des archéologues, c'est ça le nous, Ouais, tu t'es inclus dedans. ouais, Du ouais. coup, pour ta princesse, Comme elle ça. était tatouée? Ouais, bah ouais, on avait partout, elle aussi. D'accord. Donc, elle est enterrée avec une parure magnifique. Et puis, quand on commence à observer que sur ses bras, bah, elle a des tatouages, elle a des griffons, donc elle a des chimères, et puis elle a des cervidés. On ne sait pas si c'est un cerf, on ne sait pas si c'est un chevreuil. En tout cas, on suppose que voilà, elle a une certaine place, une certaine stature dans son peuple, pour son peuple, parce qu'elle a vraiment été enterrée de façon cérémonielle, avec beaucoup de respect. Et en fait, on découvre que toutes ces femmes, parce que la plupart des momies qu'on trouve sont des femmes. En fait, elles sont pratiquement toutes tatouées, quelles que soient les cultures du monde et les régions dans lesquelles on les déterre. Et elles ont une posture, en fait, un rôle à jouer dans leur culture très importante. Elles ont une place avec beaucoup de responsabilités et les ornements qui les accompagnent, les objets qu'on trouve dans leur sépulture et les tatouages qu'elles portent en témoignent. Donc c'est pour ça que je pensais aux fameux chevaux, puisqu'ils ont été sacrifiés exprès pour l'emmener dans l'au-delà, puisque cette culture parisique en fait des steppes pensait que les chevaux étaient un moyen de communiquer en fait avec l'invisible et de pouvoir emmener cette personne facilement de l'autre côté. Ah, c'est pas moi qui vais dire le contraire, avec mon vieux cheval de N'est-ce pas? 26 ans, avec qui, que je peux voir maintenant par la fenêtre et avec Ouais. qui je pense communiquer beaucoup, effectivement. Avant de savoir écrire, je pense que on colorait, on décorait, on gravait, on ancrait nos corps. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la nuit des temps et qui a toujours fait partie de toutes les cultures du monde et que c'est pas quelque chose de nouveau justement comme certaines personnes peuvent penser ah c'est une mode. Bah non, en fait, si on remonte à travers l'histoire, on se rend compte que c'est très vieux et c'est depuis que le monde est monde en fait. D'accord, ouais, et puis même au niveau au fil du temps, avec toutes les significations, je crois que c'est au Japon, c'est mal vu d'être tatoué. Enfin, culturellement, socialement, on a ajouté des croyances, alors que finalement, c'est quelque chose de plutôt, on va dire, naturel, parce que si je fais le lien avec ce que tu disais, aussi, c'était pour se soigner, finalement. Et Tatouage est thérapeutique. Et pour voilà. beaucoup de cultures, en tout cas les momies qu'on découvre, les tatouages vont avoir trois fonctions. Ils vont avoir effectivement une fonction thérapeutique, mais ils vont avoir aussi une fonction magique, une fonction même spirituelle, et puis ils vont avoir une fonction sociale, sociétale. Mm. Pour le coup, tu viens de répondre un petit peu à cette question avec la question de l'acupuncture, de la médecine chinoise. Et finalement, comment tu en arrives à faire le lien avec ton activité aujourd'hui entre l'acupuncture et tout ce que tu as compris et ta manière de tatouer? Parce que moi, j'ai eu mon expérience qui me concerne, qui était vraiment quelque chose de merveilleux. En tout cas, il y a eu un avant et un après, en tout cas, par rapport à mon tatouage. Mais toi, comment est-ce que tu as fait le lien, justement, et comment tu pratiques? Ben, comme je te disais au début, en fait, je tatouais pas, enfin, j'ai appris comme tous les tatoueurs dans un environnement avec un maître d'apprentissage. J'étais dans un shop, donc on est dans du tatouage commercial. En tout cas, moi, parce que je veux pas, voilà, parler des autres. En ce qui me concerne, j'ai vraiment été éduquée comme une tatoueuse commerciale. Tu viens, tu demandes un truc, tu regardes dans un catalogue, paf, on te fait le truc, tu pars, t'as ton tatou, super. Et ça me dérangeait profondément puisque forcément, comme je venais d'un environnement thérapeutique où l'acupuncture, en fait, en tout cas une acupuncture traditionnelle et pas une acupuncture universitaire, on est sur le langage du corps, on est sur l'écoute, on est sur le questionnement des poux. Donc, on va venir palper et écouter ce que le corps a exprimé. Et par provocation, au début, la première chose que je demandais à mes clients, c'est, OK, tu veux ce tatouage-là, mais est-ce que tu as demandé à ton corps? Ça peut faire bizarre quand on n'est pas du tout dans l'énergétique et que qu'est-ce qu'elle me raconte? Genre, c'est moi qui décide. C'est pas mon corps. Voilà. Là, c'est réaction normale. Ah oui. Donc, langage non verbal, je prends du recul, je fronce les sourcils. Et quand j'ai cette réaction-là, je sais que j'ai fait mouche, j'ai touché quelque chose. Donc, je sais que dans la tête de la personne, sans être mentaliste, ça peut être un truc du genre, qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es de la police. Euh, et je comprends.
Je, mais je suis invasive. Je rentre à l'intérieur de votre corps. Je rentre à l'intérieur de votre intimité. Donc, si déjà je frappe pas à la porte avant d'entrer, bah, quelque part, je suis mal polie. Donc, si vous estimez que vous avez rien à me dire, que vous n'avez pas de choses vous n'avez pas à vous justifier sur le comment du pourquoi, et qu'en même temps vous êtes capable de vous dévêtir en vous disant, bah vas-y, il y avait déjà une contradiction de, ben je me protège et en même temps je te donne une partie intime de moi. Mm. Moi, ça collait pas à ça. Donc, j'ai commencé à explorer aussi la symbolique à travers le tatouage, puisque je voulais comprendre pourquoi les gens allaient chercher systématiquement les mêmes symboles pour expliquer systématiquement les mêmes choses. Et donc, je faisais le lien avec, OK, on a des biais cognitifs, en fait, le cerveau fait des raccourcis, on a envie de parler d'amour, on va chercher les premiers symboles qui nous pètent à l'esprit, ou alors on va se dissocier un petit peu, et puis on va aller chercher chez un autre un symbole qu'on a vu sur Pinterest ou Instagram, parce que c'est la mode, on est touché émotionnellement par ce truc-là, un peu comme quand on va chez Ikea et qu'on voit un joli objet ou un beau tableau, puis on va le mettre chez soi. Et en fait, quand j'ai eu moi aussi cette sensation de me voir avec les mêmes baskets ou le même sac ou le même manteau que quelqu'un d'autre, et puis de me sentir un peu gênée, de me dire, ah, on fréquente les mêmes endroits, ah, on a choisi la même couleur, ah, bah ouais, peut-être qu'on l'a acheté le même jour, on s'est pas vu. Je me suis dit, oh, mais si j'avais sur moi quelque chose que j'avais fait avec beaucoup de conscience, quelque chose qui avait vraiment marqué ma vie, parce que j'ai des drames, hein, quand des fois les gens viennent se faire tatouer, ils me racontent des trucs un peu durs. Et puis que d'un seul coup, je bois mon café tranquille à une terrasse, et puis que je vois qu'il y a quelqu'un qui a le même tatouage que moi, alors que c'est mon histoire, et je vais me sentir émotionnellement un peu ébranlée. Il y en a qui s'en foutent, mais je pense que quand on essaye de graver quelque chose qui touche notre cœur, bah on a envie de lui rendre hommage, on a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit touchant, on veut que ça ait du sens. Et donc j'avais deux catégories de clients. J'avais des gens qui mettaient pas de sens parce qu'ils étaient gouvernés par leur biais cognitif, c'est-à-dire je veux parler d'amour, bah, je vais faire un cœur, un infini, et le nombre d'infinis qu'on voit pour parler justement de l'amour inconditionnel, c'est ça. Voilà, et je me suis posé cette question, pourquoi? Et de fil en aiguille, je suis tombée dans la symbolique. La symbolique m'a permis de comprendre, et je l'étudiais déjà en publicité, puisque quand tu fais des logos, etc., une identité visuelle est là pour représenter la marque. Donc, les gens qui se posent des questions, tu vas avoir, on le voit dans Harry Potter, hein, je prends toujours cette référence, mais il y a plein de petits clins d'œil dans ce film-là. On n'a pas le droit de parler de magie aux moldus. On n'a pas le droit d'utiliser sa magie devant les moldus. Mais quand on arrive devant Starbucks, par exemple, et qu'on voit le logo, Starbucks vend du café. Donc, normalement, pour représenter la marque, bah, notre biais cognitif va dire, bah, on va faire une petite tasse, on va faire un petit grain de café, on va faire un caféier, on va faire un petit paquet. Enfin, en tout cas, on va utiliser la symbolique du café, la symbolique de l'arôme, la symbolique de la fève, enfin, peu importe, en fait. Mais on va en tout cas trouver une connotation avec du café, parce qu'il faut que les gens, quand même, ils savent qu'ils vont chez Starbucks. Ouais, Une ouais. personne qui ne sait pas que Starbucks fait du café, bah, il va regarder son identité visuelle. Le problème, c'est que l'identité visuelle de Starbucks, c'est une sirène à deux queues. Ouais, Et c'est là, on se vrai. dit, mais pourquoi Starbucks a décidé, pour représenter la marque de son café, une sirène? C'est quoi le rapport? Donc, on va avoir les moldus qui vont chez Starbucks, ils reconnaissent, c'est la sirène, hop, on est au bon Il endroit. se pose pas de questions. Et après, on a les sorciers. Donc, tous ceux qui vont travailler sur la symbolique, tous ceux qui sont dans l'univers de l'ésotérisme, tous ceux qui sont dans l'univers de l'alchimisme, qui vont comprendre que ben, il faut savoir lire entre les lignes. En fait, encore une fois, depuis que le monde est monde, on utilise des codes pour traverser les âges, pour pas détruire des connaissances et des savoirs. Et seuls les vrais savent, parce que du coup, les codes sont partout, les symboles sont partout. Et puis des fois, quand on manque, quand on regarde les choses en surface, on va s'approprier un symbole, donc on va le chercher dans une autre culture. Et j'en ai vu plein, des gens comme ça aussi, hein, parce que la mode dénature un petit peu le sens des choses. Et puis, comme ça nous parle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on observe la chose en se disant, waouh, ça me parle. Et puis on va le mettre sur soi. Et là, il va y avoir justement cette connexion entre le visible et l'invisible. Et moi, du coup, j'ai commencé à essayer de développer une trinité, puisque dans la symbolique, le chiffre 3 est très important. C'est le minéral, le végétal et l'animal, 3. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 3. C'est justement le corps, l'esprit et l'âme. Tu vas avoir comme ça
à chaque fois cette trinité qui vient pour créer en fait une synergie, un peu comme une huile essentielle. Quand elle est toute seule, elle va avoir sa vertu. Mais quand tu la mélanges avec une autre, eh ben, elles vont créer quelque chose de différent ensemble. Et un tatouage, en fait, c'était un ensemble de choses. C'était pas juste j'ai souffert ou je veux parler de mon fils parce qu'il a changé ma vie ou ma fille, la naissance d'eux ou la mort d'eux, ma nouvelle vie, ma renaissance, etc. Ben, on vient avec une trinité, on vient pas tout seul. On vient avec son corps, parce que c'est le corps à la base qui vous pousse pour aller chez un tatoueur. Il y a la psyché, donc l'esprit. Il y a l'idée qui naît de se dire, tiens, maintenant, je vais le faire maintenant, c'est maintenant que j'en ai besoin. Mais le besoin, il vient d'où? Ben, il vient du cœur, donc de l'émotionnel. Et cet émotionnel-là, il a besoin de s'exprimer. Et c'est une des rares fois où on commence à rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est ce que le mot ésotérique en plus veut dire, hein. La plupart du temps, les gens regardent ça de façon obscure. Ah, tu pratiques l'ésotérisme. Ah, t'es une sorcière. Mais ésotérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher en profondeur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc, ésotéricos. Et en fait, on a exotérique, c'est l'extérieur. Ésotérique, c'est l'intérieur. Et quand on va chercher à l'intérieur de soi, eh ben, en fait, on se rend compte qu'on a des choses qui ont beaucoup plus de valeur, de sens, d'émotion, de vérité, d'authenticité, que quand on va choper un petit tunalome, on ne sait pas ce que ça veut dire, on pourrait le faire sur soi. Et l'inconscient, justement, aujourd'hui, dans ma pratique, bah, c'est quelque chose que j'englobe, parce que la plupart du temps, je vais avoir des gens qui sont pas tatoués du tout et qui viennent du bouche à oreille en disant on m'a dit que. Donc, ils viennent vraiment chercher ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont déjà tatoués, qui ont une connaissance du tatouage, qui ont une pratique. Donc, je me dis très bien, ils savent ce que c'est, la sensation, etc. Mais par contre, on va tout explorer. On va explorer le corps, on va explorer l'émotionnel, on va explorer la psyché, et on va créer une synergie pour dire, bah, tu vois, tout ce que tu as mis là sur toi déjà avant de venir me voir, dis-moi où tu as. Bah, j'ai mis ça là, j'ai mis ça là. Ok, me dis rien. T'as mis ça là parce que, t'as mis ça là parce que, t'as choisi ce symbole-là parce que. Et là, ils me disent, ah, mais comment tu sais? Bah, parce que quand on agit comme ça, sur un coup de tête un peu à chaud, qu'on a besoin de quelque chose, on est dans une société de consommation où on peut, comme ça, avoir rapidement, en fait, subvenir à un besoin ou couper un besoin, parce que des fois, c'est ça aussi. Et puis, bah, du coup, tac, on prend rendez-vous, on se fait notre truc. Et puis, une fois qu'il est fait, la question, c'est est-ce que ça vraiment soulage ou est-ce que ça ancre? Parce que sans mauvais jeu de mots, à quoi sert une ancre? Bah, à la base, elle sert à stabiliser un bateau quand il arrive à quai. Mais si le bateau, il en a marre parce qu'il a refait sa cargaison, qu'il a fait la pause qu'il avait besoin de faire et qu'il a envie de se barrer, mais qu'il n'enlève pas son ancre, Mm. bah, son ancre le limite. Et en fait, un tatouage limite, parce que l'ancrage, s'il n'est pas fait avec la psyché, le cœur et le corps, bah, on passe à côté de plein d'infos. Et puis, il peut transcender, parce que justement, cet ancrage, s'il est fait en conscience, on a la synergie et il utilise son vrai pouvoir. Et c'est ça que les momies sont venues me déposer en fait comme message, c'est que tous ces peuples-là, toutes ces momies qu'on découvre tatouées, elles avaient cette conscience spirituelle, cette connexion avec l'invisible, avec le divin, et leur conscience d'être un être humain dans la matière, dans la physique, parce que le tatouage avait un vrai pouvoir, avait une vraie magie. Mais quand on le faisait, voilà, quand on allait explorer tous ces corps-là, donc le corps énergétique, le corps physique, le corps émotionnel et la psyché, et ça, des fois, ouais, ça peut être un peu déroutant pour les gens. C'est pour ça que ça demande une petite introspection personnelle, mais je pourrais plus travailler autrement maintenant. Déjà, les gens qui viennent me voir, ils viennent pas me voir par hasard. Encore une fois, soit ils ont été avertis, soit ils découvrent les choses sur mes réseaux sociaux et ça leur parle, et ils sont prêts. Parce qu'aujourd'hui, j'ai développé une méthode que j'ai nommée qui s'appelle le tattoo soma. Tattoo parce qu'il y a une phonétique avec tatouage, mais en fait, tattoo, c'est du swahili, ça veut dire trois. Donc encore cette fameuse Ah, ok. trinité. Ah, je savais pas. Ouais. Et soma, donc en latin, ça veut dire corps. Et souvent, les émotions, les sensations, les maladies, en fait, tout passe par le corps. Et donc, le tattoo soma, aujourd'hui, c'est une méthode qui, à la base, n'est pas censée être là pour tatouer, mais pour libérer d'abord. Et le tatouage, en fait, c'est un peu comme un acte symbolique pour permettre à l'inconscient de comprendre qu'il a tourné une page, qu'il a compris quelque chose
Et donc, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je suis dans une démarche où le tatouage est un peu le point final d'un cheminement, mais c'est pas le début de l'histoire. Il doit se passer des choses avant. Donc, je commençais d'abord par le story tattoo, où les gens ils venaient raconter leur histoire à travers le tatouage. Donc, on utilisait la symbolique. Puis après, j'ai commencé à assumer un peu plus le tatouage énergétique. Donc là, j'utilisais vraiment l'acupuncture pour une démarche personnelle de libération. Mais j'ai compris aussi qu'en acupuncture, quand on n'est pas familier avec cette philosophie taoïste, bah, en fait, on va venir parler au langage énergétique du corps, mais on comprend pas trop ce qui se passe. Oui, ça peut être libérateur, mais dans la psyché, il nous manque un ingrédient. La personne, elle va partir, elle va se sentir mieux, elle va manipuler ses points d'acupuncture, elle va cartographier en fait ce qui limite et ce qui est entravé. Mais pour autant, elle va peut-être se dire, ouais, mais en fait, si demain j'ai de nouveau une limite ou qu'il y a autre chose, ben, comment je sais quel point? Donc je me suis dit, en Occident, des fois mélanger les cultures, ça peut perdre un petit peu les esprits. Et comme aujourd'hui, on arrive dans un environnement où le développement personnel est quand même aujourd'hui un truc qui est devenu commercial, la spiritualité s'ouvre aussi. Donc, on commence à avoir, comme le tatouage, hein, un spectre très très large. Donc, on a à boire et à manger. C'est difficile des fois de trouver le bon chemin. Je voulais vraiment me positionner comme quelqu'un qui n'était pas la sachante. Je ne voulais pas me comporter avec la posture du chaman, par exemple, ou de la médium, ou du professionnel qui sait. Ah, il vous faut ça. Ah bah oui, vous avez fait ça. Non, non, on va pas le faire comme ça, on va le faire comme ça. Mais plutôt laisser la personne actrice euh, de sa vérité personnelle. Parce que Autrice, moi, ouais. je ne sais pas à votre place. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez me donner les réponses. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, voilà, on va vous proposer une méthode où c'est vous qui allez aller voir. C'est vous qui revenez avec les informations. Et j'ai eu le tilt parce que, d'une part, effectivement, j'avais beaucoup de gens dans la spiritualité qui me disaient, on m'a dit que, je suis allée voir quelqu'un, on m'a dit que. Et j'étais là en train de dire, mais tu crois? Ce qu'on t'a dit? Bah, si elle m'a, ah bah, elle est connue, ah bah, elle est réputée, ah bah, ouais, mais est-ce que t'es allé voir? Mais je sais pas faire, moi. Mais si, c'est facile. C'est juste que des fois, on a peur ou que justement, on manque de sécurité, etc., ou d'accompagnement. Mais par contre, on peut pas savoir à ta place. À part toi, qui peut savoir? Quand tu perds un enfant, quand tu as un accident, quand il t'arrive des trucs vraiment émotionnellement bouleversants, à part toi, qui peut savoir? Donc moi, aujourd'hui, je me positionne plus en disant c'est ton bras, c'est ton épaule, c'est ta jambe, ça m'appartient parce que je vais faire un joli dessin dessus, c'est moi qui dessine, c'est moi qui tatoue, tais-toi. Donc encore une fois, on ne laisse pas le moyen au corps, au cœur et à la psyché de s'exprimer. Deuxième chose, c'est que pendant le Covid, je me suis rendu compte qu'il y avait des statistiques. La médecine, en fait, a pris un petit peu dans la tronche. Et chez notamment le médecin généraliste, on s'était rendu compte que le médecin généraliste coupait la parole aux patients à partir de 25 secondes. Alors qu'un être humain a besoin de 90 secondes pour pouvoir exprimer une émotion. Parce que des fois, c'est complexe pour eux. Ils trouvent pas les mots. Ils n'arrivent pas à expliquer. Et je le voyais avec mon grand-père. Des fois, on lui dit, vous avez mal? Oui, là, mais mal comment? Ça pique, ça brûle, ça. Et puis, je sais pas, j'ai mal. Oui, mais L'info mal que à tu me combien? donnes là, waouh, impressionnant, je ne savais pas. Ok. Bah ouais. Et donc, du coup, bah, encore une fois, si on vient chez le tatoueur, et comme moi, j'avais appris comme ça, c'est-à-dire, tu viens, tu choisis un modèle, allez, en 25 secondes, c'est calé, tac, je t'ai mis ton rendez-vous, tu viens, tu te poses. Émotionnellement, j'en ai rien à foutre de savoir dans quel état t'es, je te donne un petit verre d'eau, je te balance un petit sucre. Ah, puis c'est un tatou, hein, donc t'encaisses, c'est bon, en gros, ta gueule, quoi. Bah non, en fait. Ouais. On est dans un langage du corps, on est dans le langage non verbal. Et le corps, il sait pas mentir, le cœur, il sait pas mentir. Le cerveau, oui. La bouche aussi, quand on la maîtrise bien, quand on la contrôle bien, on le voit aujourd'hui, hein, l'habit fait pas le moine. Donc, quand on est dans l'authenticité, le langage du corps et le langage du cœur, on ne peut pas mentir. Et c'est Ouais. ça qui est très dur pour mes patients, ou mes clients, mes consultants, ça dépend comment ils ont envie de se comporter. C'est que se livrer pour parler de quelque chose de personnel, et c'est pour ça que vous repartez avec quelque chose qui est différent de tout ce qu'on a pu voir, bah, Oui. parce que c'est votre truc à vous. Et moi, pour pouvoir aller le chercher, bah, j'ai besoin de vous. Donc en fait, on part ensemble. Par contre, je prends plus la posture du sachant. On avance à votre rythme. C'est pour moi, c'est un Plus de partenariat. bébé.
C'est un vrai Voilà. partenariat. En tout cas, c'est une collaboration, c'est une création. Pour moi, je le vois comme une création avec toi. C'est quelque chose qui vient de moi et que toi, tu as traduit, on va dire, et que après, tu m'as rendu. Et voilà, je le vois vraiment comme ça, une belle création ensemble. Et je parlerai avec toi encore des heures, Lise. Il va falloir qu'on arrête. Je te remercie beaucoup. C'était Avec plaisir. très instructif. J'ai repars avec plein de nouveaux pop-up dans ma tête. Et voilà. Et ben merci pour toi. On te retrouve C'est moi. dans ton cabinet, dans ton je sais pas salon à Paladru et sur tous Ouais. les réseaux Onyrix Studio. Et alors franchement, allez voir parce que voilà, elle fait plein de choses, Lise. C'est formidable. Merci Merci à beaucoup. toi et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés. Merci, Lise. Ciao.